Maître Thierry Delessal, bonjour. Bonjour. Porte-parole des notaires du Grand Paris. Alors, vous publiez, comme le veut la tradition, votre note de conjoncture sur le marché immobilier résidentiel, à la fois bilan 2022 et aussi perspective 2023. Alors ici, beaucoup de professionnels de réseau de l'immobilier font état d'un ralentissement de l'activité, mais on sort quand même d'une année qui a été, on va dire, exceptionnelle, sans doute, à Paris, en Île-de-France, mais aussi un ralentissement. Oui, c'est un peu tout ça. C'est bien résumé. C'est une année un peu bizarre, 2022, parce que c'est vrai qu'il y a eu un retournement de conjoncture, évidemment dû à beaucoup de facteurs extérieurs, mais pas forcément dû à l'immobilier lui-même. Mais voilà, le fait est, c'est qu'il y a eu un très bon premier semestre. Vraiment, ça a caracolé. Si on avait continué ce premier semestre toute l'année, ça aurait été une année encore plus exceptionnelle que 2021, que 2019, qui étaient des années exceptionnelles. Donc le fait est, c'est que en Île-de-France, ça a basculé au troisième trimestre, et quatrième trimestre. Donc il y a eu vraiment deux bons trimestres et deux trimestres beaucoup moins bons. Ce qui fait qu'au total, on a eu 187 000 logements vendus anciens. Oui. En Île-de-France, ça c'est sur l'ensemble de l'année 2022, effectivement avec comme une mi-temps, comme un match, avec la première mi-temps, les 6 premiers mois qui étaient excellents, qui étaient sur la lancée de l'année précédente, et ensuite ce léger ralentissement de l'activité. Voilà, et donc du coup, c'est vrai que sur l'année, on est encore en année exceptionnelle sur toute l'Île-de-France, et alors particulièrement sur Paris. Parce que alors Paris, on est en augmentation de volume comme jamais depuis 20 ans. On est à plus 10% par rapport à 2021, qui était déjà pas mauvais. Et donc là, on est à plus de 41 000 transactions par an sur Paris. C'est du jamais vu. Donc, on n'est plus du tout dans le Paris bashing du post-Covid. Et alors, on explique ça par pas mal de retours d'investisseurs. En fait, d'investisseurs, mais pas la vague, même le tsunami qu'il y avait eu des investisseurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2011 et 2012, après la crise de 2008, où ça avait entraîné une augmentation des prix de 20% par an. Là, on n'est pas du tout là-dedans. En fait, il y a évidemment des Parisiens qui s'en vont, tout le monde le sait, mais c'est largement compensé par des investisseurs qui cherchent peut-être la pierre refuge, la pierre coffre-fort de Paris, en se disant, bon ben voilà, les prix se calment depuis 2 ans, voire même, bon, sont en légère érosion quand même, on va le voir tout à l'heure peut-être, ce qui fait que les investisseurs se disent, c'est le moment d'investir à Paris. Pour mes enfants, comme souvent on le fait, qui vont être... voilà, c'est maintenant qu'on y va. Et on le voit dans nos études, c'est vraiment des investisseurs qui cherchent un pied-à-terre pour eux et leurs enfants qui feront leurs études. Alors justement, on va voir le premier slide, vous l'évoquez, Maître Delessal, voilà, sur les prix. Donc là, on voit l'évolution, le graphique depuis déjà 2012. On voit combien on était à l'époque, un peu plus de... On était à 10 800, ouais. Oui, à 10 860. Oui, mais en 2012, on était à 8 000 € du mètre carré. Là, si on remonte très loin dans cette courbe. Puis après, on voit que ça a monté. Et là, voilà le phénomène, ça baisse légèrement et on atteint les 10 490 € en moyenne par mètre carré. Acte authentique de vente. C'est ça, absolument. Et quand on voit là, les petits pointillés, ce sont les avant-contrats. Donc ça, c'est pour... on s'attend donc aux ventes du mois d'avril à 10 360. Donc oui, c'est fait une petite érosion quand même, mine de rien. Alors vous voyez des vagues toujours saisonnières. Hein. Ça, c'est assez nouveau, les vagues. Hein. C'est les saisons. Parce que d'habitude, on voit beaucoup de vagues sur les maisons. Parce que là, on comprend que quand on cherche une maison, il y a vraiment une saisonnalité. Et là, on a trouvé une saisonnalité sur Paris. C'est assez curieux, d'ailleurs. Donc on a cette lente décrue sur les prix à Paris. Oui. Alors sur un total, donc sur 2 ans et demi, on a une baisse de 4,5%. Donc qui correspond d'ailleurs un petit peu à la décrue qui avait eu lieu entre 2012 et 2015. Ouais. Vous voyez, c'est un peu le même phénomène et on est à peu près dans les mêmes chiffres. Ensuite, slide suivant, on va voir les arrondissements parisiens. Alors, 8 arrondissements parisiens en dessous des 10 000 € le mètre carré contre 4 il y a 2 ans. Et oui, parce que, voilà, ce qui est assez bizarre en ce moment, c'est que cette augmentation des volumes, normalement, dans l'immobilier, il y a une loi d'airain qui dit que quand les volumes augmentent, les prix augmentent. Eh bien là, ce n'est pas le cas. En tout cas, pour Paris, on voit que les volumes augmentent, mais vraiment fortement. Eh bien, les prix continuent à s'éroder gentiment. Donc, tant mieux pour les primo-accédants.
Tant pis pour ceux qui vendent à Paris, mais enfin bon, des baisses de 1 ou 2% par an, c'est pas encore extraordinaire. Et donc forcément, ces baisses se traduisent par les arrondissements qui passent sous le seuil des 10 000 €. Il y en a davantage. Alors, comment vous l'expliquez, maître, en fait, cette baisse quand même qui est importante des prix parisiens, parce que déjà le volume de vente en fait s'érode aussi, donc c'est la conséquence directe. J'ai envie de dire que c'est plus un marché qui s'équilibre beaucoup plus. Ouais. C'est-à-dire que Paris, de manière traditionnelle, quand vous cherchez un appartement, vous n'avez jamais rien, on vous dit « Ah, il n'y a rien à vendre ». Et donc, tous les gens qui trouvent quelque chose, même en investissement d'ailleurs, hein, se précipitent, font une offre et ne négocient pas. Bon, ça c'était il y a 5 ans. Depuis le Covid, eh bien, les stocks se sont reconstitués dans les agences et donc le marché est plus équilibré, il y a plus d'offres par rapport à la demande, ce qui fait qu'il y a de la négociation. Alors vous avez ça, donc le fait qu'il y ait plus d'offres fait qu'il y a plus de négociations. Il y a le fait aussi, on n'en a pas parlé, mais des appartements qui ont une mauvaise facture énergétique, bien sûr, les F et les G. Oui. Donc du coup, eux, forcément, c'est de l'or en barre pour les acquéreurs pour négocier. Donc dès qu'il y a du F, on négocie. Le G, je crois qu'on ne va même pas le visiter. Ou alors si on va le visiter... c'est la tendance que vous avez, c'est-à-dire que le G, on dit non. Alors, ils veulent pas y aller. Ils veulent pas y aller, ou alors ça veut dire que le vendeur a déjà impacté une baisse de prix en disant c'est du G, je suis obligé de baisser, et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Et donc du coup, ça devient intéressant. Et c'est ce qui explique tout ça. Vous voyez, ces baisses de prix, c'est divers facteurs, mais voilà, on arrive à ça. Alors, on va voir sur les quartiers parisiens, mais notamment, évidemment, la question qu'on se pose de façon générale, est-ce que ça va se poursuivre, continuer comme ça progressivement à baisser à Paris ? Logiquement, si c'est Paris ou les autres, le reste de la France. Mais là, on est vraiment sur Paris. Oui, sur Paris, il n'échappe pas au reste. Il y a des phénomènes exogènes qui sont importants. Notamment le problème du crédit. Donc, tant que le crédit aujourd'hui est difficile à obtenir, eh bien, il y a moins d'acquéreurs. Alors, vous allez me dire, oui, les acquéreurs de province ou les étrangers, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les étrangers ont été très, très présents l'année dernière. Un peu moins au 4e trimestre, mais les Américains sont venus en force. Donc, ils ont fait, alors on peut repasser sur la slide d'avant, ils ont impacté pas mal le 7e arrondissement. Bon, cela dit, le 7e arrondissement est passé sous la barre des 14 000, alors qu'il était aux 14 000. Mais si les étrangers n'avaient pas été dans le 7e et dans le 8e, eh bien, les prix auraient baissé davantage. Alors, il y a quelque chose que vous ne voyez pas sur cette slide, c'est, vous voyez, Paris-Centre, qui maintenant regroupe les 4 premiers arrondissements. Oui. Alors, on a enlevé, forcément, puisqu'on s'est aligné sur l'administratif, mais quand on regarde les anciens arrondissements, 1, 2, 3, 4, on voit que le premier est passé au-dessus du 6e. C'est tout à fait nouveau. Ah oui. Le premier, il était 14 650 €. Alors, c'est un tout petit arrondissement, il y a très peu de transactions, mais tout de même, on voit quand même qu'il y a un phénomène de Parisiens qui vont vers l'ouest, et les arrondissements vers l'ouest sont de plus en plus chers. Et le 16e, qui était avant beaucoup moins cher, a beaucoup monté depuis 5 ou 6 ans. Il est redevenu à la mode. Donc on voit, et donc on comprend ce croissant, vous voyez, qui est maintenant, c'est plus qu'un croissant d'arrondissement en dessous de 10 000. Eh bien, vraiment, le Paris cher revient un petit peu vers l'ouest. Et alors de même, le 4e, qui était toujours plus cher que le 3e, donc toujours dans Paris-Centre, eh bien le 4e maintenant, qui est la place des Vosges et autres, eh bien est moins cher que le 3e arrondissement. Vous voyez, donc on sent vraiment des petits phénomènes de ce style. Alors on peut revenir, si vous voulez, sur la salle suivante, où vous aviez sur les quartiers. Alors là aussi, on voit des différences. Goutte d'Or, donc 8 000 € du mètre carré. Champs-Élysées, 16 000 € du mètre carré. Oui. Bon, on parle de fractures territoriales. Il y a aussi des fractures au sein de la capitale, à Paris. Même si pour vous, l'écart n'est pas... Je sais, à chaque fois, vous me dites, l'écart n'est pas si important, mais quand même, de 8 000 à 16 000 € du mètre carré, alors effectivement, entre Goutte d'Or, Champs-Élysées, vous avez 2 univers qui sont différents, mais quand même. Mais oui, mais alors, il y a 20 ans, là, l'écart, il est de 2,1%. Oui. Il y a 20 ans, il était de 3,5%. De 3,5%. Donc, entre les quartiers les moins chers et les quartiers les plus chers. Donc, moi, j'ai quand même tendance à dire que Paris se boboise
beaucoup. Oui, C'est mais vrai que c'est encore du simple au double. Je peux me permettre, si on regarde l'évolution sur un an, les Oui. quartiers qui baissent, la Goutte d'Or, Oui. la Chapelle, Oui, la Villette, c'est vrai. Saint-Fargeau, alors que ce n'est pas le cas pour les quartiers les plus huppés. Donc Et- il se passe quelque chose. Oui, là, l'explication, c'est les quartiers les plus huppés. Là, c'est les étrangers qui soutiennent le marché. D'accord. Je crois que c'est vraiment ça. Ils ont été très présents. Ils représentaient pas loin d'un acquéreur sur 10. Alors, étrangers, Ouais. non résidents et résidents. Mais tout de même, il y avait quand même 3% et demi d'acquéreurs étrangers non résidents, ce qui n'était jamais vu. Hein. Donc, et c'est vrai que les quartiers populaires, là, cette année, ont beaucoup baissé. Alors, là, c'est peut-être aussi un déséquilibre de... Alors, il y a eu aussi des effets médiatiques dans ces quartiers-là l'année dernière, mais il y a aussi le fait que ces quartiers-là, eh bien, les gens vont chercher plus loin. Ils vont chercher où ? Ils vont chercher en proche banlieue, plus loin, plus de mètres carrés, moins cher. Alors justement, Donc l'offre et la demande se déséquilibrent aussi dans ces quartiers-là. et justement, on va sortir là de Paris, on va voir sur l'Île-de-France et notamment la maison. Alors la maison, ça a été, on en a beaucoup parlé, évidemment, la recherche de la maison avec le jardin ouvert que certains Parisiens pouvaient acquérir en première couronne, deuxième couronne. Est-ce que le phénomène a continué ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, En volume. alors je ne vais pas dire que c'est le désamour de la maison, on n'en est pas là, on n'en est absolument pas là. Mais c'est vrai que les prix ont tellement monté, des maisons petite couronne, c'était effrayant, la grande couronne aussi. Aujourd'hui, vraiment, la grande couronne, on disait qu'elle réagissait un peu comme la province. Maintenant, elle est vraiment entre Paris Petite Couronne, qui c'est à peu près le même marché, on va dire, et la province. Et donc la Grande Couronne se retrouve maintenant au milieu. Elle réagit un peu moins bien que la province. Et aujourd'hui, la maison, c'est vrai, est en chute libre, on peut dire, en tout cas en recul. Pas encore, oui, en recul. Chute libre, bon. Pour les volumes, oui, on est en volume, on est à moins, le chiffre, je crois que c'était moins 15%. Moins 15%. Moins 15% au dernier trimestre 2022. Ouais, mais sur une année qui a été un peu... Par rapport à 2021. Ouais. Voilà, quand on compare les deux trimestres. Donc c'est quand même beaucoup, il y a vraiment moins de recherche de maisons. Par contre, les prix, eux, continuent encore un petit peu à monter. Ça baisse, hein, on était dans des augmentations à 10% il y a un an et demi. Aujourd'hui, vous voyez, les augmentations sont très très calmes. Hein. C'est du 2-3 quand on voit l'inflation. On est en dessous de l'inflation sur l'augmentation des maisons. Mais on est en dessous de la province. La province, on est encore des augmentations à plus de 5% pour les maisons. Vous voyez, donc on est un peu au milieu de tout ça. Et là aussi, maître, vous pensez que ça va continuer comme ça, le mouvement en tout cas de baisse de prix et du retour à la négociation, notamment en tenant compte des budgets travaux, des étiquettes FG, ça va continuer, donc ça va ajuster les prix. Oui, alors c'est assez curieux, parce que quand on pose la question aux clients, ils vous disent oui, bien sûr, ça a un impact plus fort sur la maison, mais le marché des maisons, c'est un marché à 90 voire 95% des utilisateurs. Donc les utilisateurs disent, oui, évidemment, je n'ai pas envie de dépenser, d'avoir une facture énergétique trop forte, mais ils voient entre la facture énergétique et les travaux de rénovation énergétique à faire, ils voient la balance. Et ils ne se pressent pas toujours. Exemple, j'ai une toiture à refaire pour isoler, c'est très important d'isoler la toiture, et c'est un gain énorme en énergie. Mais ils disent, ouais, mais la toiture, je peux peut-être attendre 5 ans, 10 ans, parce que la toiture est encore bonne et je ferai la rénovation énergétique de la toiture au moment où il faudra le faire, vraiment quand ça fuira de tous les côtés. Vous voyez, Oui, parce qu'il y a un reste à charge aussi qui est assez important. On voit que pour passer, il y a eu des études d'une étiquette G à une étiquette, par exemple, D ou meilleure, c'est 40 000 à 60 000 euros. Tout le monde n'a pas les moyens de payer 40 000 ou 60 000 euros, même des ménages qui continuent à rembourser leur crédit et tout ça. Il faut vraiment être accompagné, avoir des aides. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, que vous ressentez de plus en plus, cette information sur la valeur verte des biens par rapport à la décote rouge. Oui. Ça, de toute façon, aujourd'hui, ça tient. En fait, c'est depuis que tous ces diagnostics existent, parce que c'est un diagnostic de plus, c'est toujours de l'or en barre pour les acquéreurs pour négocier. Mais là, le DPE, c'est parfait pour un acquéreur qui veut négocier. Il voit l'étiquette basse, forcément, et il veut négocier. Et comme je vous le disais tout à l'heure, cela dit, maintenant, les vendeurs le savent.
et ils ont tendance à impacter dès maintenant. Ils anticipent. Oui, ils anticipent et ils baissent la demande de prix, ce qui fait qu'il y a moins de négociations qu'on le croit. Parce que l'acquéreur dit, mais oui, vous avez vu, vous êtes F. Ben oui, mais vous avez vu le prix aussi, on l'a déjà mis dedans. Le fait que vous allez avoir les huisseries à changer, vous allez peut-être... En fait, aujourd'hui, la plupart des travaux dans les maisons, c'est pas forcément les huisseries qui coûtent, ça dépend s'il y a beaucoup de fenêtres, mais qui coûtent cher, ou la toiture. C'est souvent, on va chercher la pompe à chaleur. Parce que la pompe à chaleur, elle est facile à installer dans une maison. Donc, et là, la pompe à chaleur, entre l'énergie primaire et l'énergie finale, c'est extraordinaire. C'est pour ça que la pompe à chaleur, elle est vraiment préconisée partout, y compris en copropriété. Là, ça paraît un peu plus bizarre, parce qu'en matière de copropriété, mettre une pompe à chaleur, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ouais. Mais dans la maison, c'est efficace. Et c'est peut-être dans les travaux ce qu'il y a en rapport qualité-prix vraiment le plus... Les gens le savent maintenant. Qu'est-ce qui permettrait, maître, selon vous, si on prend un peu de recul, de fluidifier le marché ou au contraire de le bloquer, si on pense à la fiscalité, au crédit? Quel est votre sentiment? Aujourd'hui, c'est les banques. C'est vraiment les banques. Il y a une étude de la Banque de France pour 2023 qui vous dit qu'ils s'attendent à une réduction drastique des prêts immobiliers, parce qu'aujourd'hui, une banque, quand elle prête sur le marché immobilier, elle perd de l'argent. Donc, il y a plein de banques aujourd'hui qui ont arrêté de prêter dans le marché immobilier. Et donc, on le voit, c'est pas forcément les taux d'usure, oui, bien sûr, mais c'est un prétexte. C'est-à-dire que les banques, aujourd'hui, elles sont obsédées par une seule chose, c'est reconstituer leurs fonds propres, et aller se financer sur le marché en ce moment, ça coûte trop cher et je perds de l'argent. Donc, on peut s'attendre, malheureusement, c'est en 2023, puisque c'est un peu le but de la question, à une mauvaise année, vraiment une mauvaise année, si les banques n'ouvrent pas un peu les robinets. Et aujourd'hui, les robinets ne sont pas du tout ouverts. Donc, c'est vrai, on se dit c'est le taux d'usure. Alors, c'est génial, maintenant le taux d'usure, il est remis à jour. 4% à partir de mars. Oui, puis tous les mois. Donc ça, on l'avait demandé, ça c'est très très bien. Le gouvernement nous a entendus, c'est bien. Enfin, c'est la Banque de France qui bloquait. Mais par contre, les banques ne suivent pas. Aujourd'hui, on a un curieux phénomène aujourd'hui, beaucoup de rétractations. C'est-à-dire qu'avant, quelqu'un qui se rétractait, c'était « oui, je suis allé sur un coup de cœur, et puis tout bien réfléchi, ça fait 2 nuits que je ne dors pas, je me rétracte. » Bon, mais là, ce n'est pas du tout ça. Les gens vont voir leur banquier, avec leur salaire et autres, et on dit « bon, voilà, on a trouvé une maison ou un appartement à tel prix, est-ce que ça passe ?» Oui, ça passe. Ils signent la promesse. Ils vont la semaine d'après chez le banquier, et leur banquier leur dit « non, ça ne passe plus. » Et c'est des rétractations, mais à 10 ou 15 jours près. Donc, des changements vraiment d'approche de la banque. Oui, la donne change complètement. Très vite, oui. Très vite. En conclusion, pour terminer, vos conseils pratiques, maître Delessal, quand on veut aujourd'hui justement acheter ou vendre un bien immobilier, les conseils pratiques. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui? Votre marché, de toute façon... Non, quand vous achetez un bien, aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut donner vraiment beaucoup de conseils aux acquéreurs, parce que au côté marché, ils le connaissent mieux que quiconque, parce que ils visitent 10, 20 biens. Alors si, évidemment, ils achètent le premier bien qu'ils visitent, là, ils ne connaissent pas le marché. Donc là, je pourrais leur dire, attendez, voilà, méfiez-vous, vous êtes peut-être en train d'acheter trop cher, ou pas au bon prix, en tout cas, mais ceux qui visitent depuis 2-3 mois, ils connaissent parfaitement le marché. Cela, je n'ai pas de conseil sur le prix. Par contre, après, le conseil en matière de copropriété, c'est oui, faites attention aux futurs travaux. Parce que va être impacté l'année prochaine le PPPT, que vous connaissez, qui est le projet pluriannuel de travaux, qui va s'impacter sur les grosses copropriétés l'année prochaine, et dans les copropriétés classiques, en 2025. Donc là, vous allez avoir forcément des travaux qui vont être mis à l'ordre du jour et logiquement votés, avec dedans un gros impact sur les travaux d'énergie. Donc c'est bien, il va y avoir de la transparence, mais aujourd'hui, elle n'est pas là, la transparence. Donc renseignez-vous, parce qu'il va y avoir des travaux
d'envergure qui vont devoir être votés dans les copropriétés dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc voilà, ça c'est vraiment quand vous achetez en copropriété, il faut faire attention à ça. Et voilà donc pour les bons conseils et ce tour d'horizon du marché immobilier parisien, francilien, maître Delessal. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.